Donc, bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux. Donc, pour ceux qui sont venus avec le titre, vous voyez que le titre s'appelle « L'étonnante histoire des plantes ornementales de Nouvelle-Calédonie ». Donc, je ne vais pas vous parler énormément de nos résultats scientifiques ou expérimentaux menés à l'IAC, un petit peu à la fin. Je vais surtout parler d'histoire et de plantes ornementales qui sont de Nouvelle-Calédonie. Donc je ne vais pas non plus vous parler de plantes exotiques ou d'espèces ornementales exotiques comme le flamboyant. Donc durant cette présentation, je vais faire des rappels contextuels sur la flore de Nouvelle-Calédonie, l'économie de la filière horticulture ornementale en Nouvelle-Calédonie, faire quelques rappels historiques sur l'histoire pré-européenne, l'histoire post-contact de ces plantes ornementales. Donc tout ça, c'est basé sur de la bibliographie. Il y a un peu plus de 300 références bibliographiques qui sont utilisées pour faire cette présentation. Et enfin, je vous parlerai de la valorisation des plantes endémiques qu'on mène à l'IAC de Saint-Louis au Mont d'Or. Donc avec les objectifs, les méthodes et les principaux résultats. Donc la flore de Nouvelle-Calédonie, quelques rappels et définitions. Donc je vais utiliser plusieurs fois ces termes donc, pour qu'on soit bien clair sur ce qu'on appelle plante endémique. Donc une plante endémique, c'est comme ici le pin colonnaire. Donc c'est une plante qu'on ne trouve qu'en Nouvelle-Calédonie et nulle part ailleurs dans le monde. Une plante indigène, comme ici le bois de fer de bord de mer ou filao, c'est une plante qu'on trouve naturellement en Nouvelle-Calédonie, mais qu'on trouve aussi dans d'autres îles ou d'autres continents. Donc le filao, on le trouve par exemple à La Réunion. Et une espèce exotique, ici c'est la rose de porcelaine, qui est une espèce ornementale très courante dans les jardins ici, et qui est donc une espèce exotique. Donc la flore de Nouvelle-Calédonie, elle est composée d'un certain nombre d'espèces qui sont divisées dans des grands groupes. Donc on a d'abord les plantes à fleurs. Dans les plantes à fleurs, on a ce qu'on appelle les monocotylédones. Donc avec un nombre d'espèces de 560 espèces indigènes et un pourcentage d'endémicité de... Excusez-moi, le fiston, il est un peu trop intéressé. Donc le pourcentage d'endémicité sur ces plantes monocotylédones à fleurs est un petit peu inférieur à 50%. Donc dans ces exemples, on trouve les palmiers comme le chambéronia ou les orchidées. Dans les plantes à fleurs, il y a également les dicotylédones avec près de 2500 espèces indigènes. Et vous voyez ici le pourcentage d'endémicité qui est de près de 85%. Donc dans ces dicotylédones, on a plein d'espèces, dont l'Agropogongia freyi et le Pavetta opulina illustré ici. Dans un autre groupe qui s'appelle les conifères et les cycas, donc avec 46 espèces, dont 45 endémiques, donc avec un pourcentage d'endémiques qui est très élevé, comme vous voyez, de près de 98 ou 100%. En fait, le cocotier serait une introduction pré-européenne. Donc le cocotier qui est la seule espèce non endémique. Si on enlevait ce cocotier, on aurait 100% d'endémicité parmi les conifères et cycas. Je dis une bêtise parce qu'il y a le cycas qui est également une espèce indigène. Et enfin, les fougères, lycopodes et sélaginelles, donc avec un peu plus de 272 espèces et un pourcentage d'endémicité beaucoup plus bas, de 37%. À cela, il faut rajouter les espèces exotiques. Donc environ 2000 espèces exotiques sont introduites en Nouvelle-Calédonie. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus de la flore et de la végétation, avec les différentes typologies, les grandes typologies. Donc avec la forêt humide qui représente plus de 2100 espèces et un pourcentage d'endémicité de 83%. Le maquis minier, 1134 espèces et 90% d'endémisme. Donc on voit que le maquis minier est très fort en endémicité, mais le nombre d'espèces est beaucoup moins important que la forêt humide.
Donc la forêt sèche avec 348 espèces, dont 60% d'endémiques. Les zones humides, ce qu'on appelle tout ce qui est criques et bords de lac, avec 55% d'endémicité. La savane niaouli, donc avec un faible taux d'endémicité de 13%. Tout ce qui est végétation littorale, avec 11% d'endémicité, 176 espèces. Et ce qu'on appelle végétation rudérale, donc c'est tout ce qu'on trouve dans les fourrés secondaires, les bords de route, avec un taux d'endémicité qui est également très bas de 14%. Dans les différentes unités de végétation qu'on retrouve en Nouvelle-Calédonie, donc qui sont présentées au-dessus, on voit comment elles se répartissent, comment elles se distribuent sur l'ensemble de l'archipel néo-calédonien. Donc avec les forêts denses humides en vert, les forêts denses humides de basse et moyenne altitude en vert clair, les maquis miniers en orange, et la forêt sèche qu'on voit à peine, mais que Vanessa a un peu surdimensionné pour les voir, parce que sinon elles ne représentent pas une aussi grande surface. Et donc ces unités de végétation sont distribuées également sur différents substrats. Donc les grandes classes de substrats que nous, botanistes, on utilise, ne sont pas les mêmes que celles que les géologues utilisent, parce qu'on a simplifié, sinon c'est beaucoup trop compliqué. Donc on a alluvial, le calcaire, donc surtout les loyautés, et puis quelques points comme Yengen, Guapin et Kumak par exemple. Tout ce qui est ultramafique, donc ça c'est toutes les zones qui sont exploitées pour le nickel. Et ce qu'on appelle vulgairement un volcano-sédimentaire, qui est un peu tout le reste, on ne sait pas trop bien ce que c'est, donc c'est un terme générique pour désigner tous ces substrats. Donc qui dit substrat ne dit pas sol, bien entendu. Donc maintenant, un petit peu d'éléments économiques sur la filière horticole de Nouvelle-Calédonie. Donc l'horticulture ornementale, c'est la 6e spéculation agricole en Nouvelle-Calédonie, qui représente un peu plus d'1 milliard de francs CFP en 2012. Donc c'est une filière qui est très peu subventionnée en comparaison des autres filières agricoles, comme la crevette, le squash ou les fruits. Donc d'après les statistiques de la DAVAR, on voit que le nombre d'exploitations, notamment en pépinière, a explosé entre 1989 et 2011. En fleurs coupées, ça augmente, mais beaucoup moins fortement. Et on voit également que le chiffre d'affaires en millions de francs CFP a très très fortement évolué entre 89 avec 110 millions en 89 et plus de 700 millions en 2011. Donc la fleur coupée est-elle un secteur qui reste beaucoup plus stable. Donc ce qui est important aussi de comprendre, c'est que l'activité de pépinière est génératrice d'activités et de revenus dans pas mal d'endroits, notamment sur la Grande Terre, à la fois dans les systèmes marchands du Grand Nouméa avec les grosses pépinières, mais également dans les systèmes non marchands de la Brousse et du Nord, où les mamans cultivent énormément de plantes et tirent un revenu partiel, voire total de cette activité. Donc la particularité de la filière horticole, c'est que c'est également une filière qui est très innovante, qui est sans cesse en quête de nouveautés. Donc ça, c'est un élément important à comprendre pour comprendre cette filière. Donc toujours au niveau économique, je vais parler maintenant du cas spécifique des plantes endémiques ornementales ou indigènes. Donc l'activité de production des plantes indigènes est encore relativement faible en comparaison du 1 milliard de francs de chiffre d'affaires, mais elle commence à être prise en compte séparément dans les statistiques du gouvernement. Donc c'est un marché qui serait stratégique pour les producteurs de la province sud. Ça c'est un sondage, une enquête qui a été faite par TNS en 2009 pour la province sud. Donc les avantages relatifs de cette filière plante indigène ornementale, c'est que ce sont des plantes qui sont bien adaptées au climat et au sol, que ça donne une identité locale dans les aménagements paysagers, qu'il y a un pourcentage qui est maintenant imposé dans les codes de l'urbanisme ou les schémas d'aménagement directeur et tous ces termes barbares que je ne maîtrise pas trop, qu'il y a une forte attente des paysagistes, des aménageurs et des particuliers. Les inconvénients relatifs de cette filière, c'est que, donc ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête de TNS, donc c'est une enquête qui a été faite auprès du grand public, et des pépiniéristes, ils ont l'impression que ce sont des plantes qui sont difficiles à multiplier et à cultiver, ce qui n'est pas forcément vrai, que l'intérêt ornemental est trop faible,
Ça c'est pareil, c'est pas forcément vrai, mais il faut démontrer le contraire. Et qu'il y a un mélange entre les végétaux qui sont utilisés pour la restauration écologique des sites miniers ou des forêts sèches, et avec les vrais végétaux ornementaux qui sont sélectionnés pour la filière horticole. Et qu'il y a également un manque de recul et de référence sur le comportement des végétaux à moyen et long terme. Donc ça, c'est une réalité à laquelle on est confronté, mais bon, il faut bien démarrer quelque part. Donc dans ce sondage, ils ont trouvé également que le critère nouveauté ou endémique influe peu sur le comportement d'achat des consommateurs moyens, que le critère aspect esthétique est le critère qui influe le plus sur le comportement. C'est-à-dire que s'il y a un hibiscus ou un bougainvillier qui est en pleine fleur à côté d'un pauvre pittosporum, le pittosporum, il n'a aucune chance. Donc il faut que les producteurs produisent de la qualité au niveau visuel. L'aspect esthétique, et forcément, on est sur le côté ornemental, donc il faut que ça soit esthétique, visuel, pour que ces plantes puissent se vendre au grand public. Et l'argument endémique ne sera pas un argument très, très fort pour la vente. Donc quand je parlais de phénomènes de mode et de collections qui sont marqués en Nouvelle-Calédonie, on est passé par exemple du colombo ou d'Iffenbachia à l'anthurium, à la cordyline, à l'épine du Christ. Et est-ce qu'on va vers maintenant une valorisation des plantes locales, ici un Arthrocleianthus. Donc ça, c'est peut-être une mode qui est en train de naître ces 2 dernières années. Donc on va voir si on arrive à influencer, pour que cette mode reste un peu plus que 2-3 ans, comme les colombos, les anthuriums ou les épines du Christ. Donc je vais maintenant parler d'éléments historiques, en commençant par une histoire pré-européenne des plantes ornementales. Donc même si ça peut paraître bizarre pour un certain nombre d'entre vous, il y a quand même des plantes ornementales d'introduction dites pré-européennes. Donc pour ça, je vais faire des rappels de définition et de concepts. Donc la vision de la plante ornementale occidentale nie au végétal toute son utilité, à la vie ou à la survie de l'homme. Donc ça, c'est une définition qui est intéressante. Et la notion d'ornement fait référence aux arts et à l'esthétisme. Donc ce que je disais, vous aurez beau avoir un pittosporum endémique, s'il y a un bougainvillier tout fleuri à côté, c'est pas ça qui fera vendre. La notion d'art des jardins est l'art qui met en scène les plantes ornementales. Et il y a un rapport intéressant entre les sociétés ou les groupes humains et entre les jardins. Donc on voit que dans chaque société, dans chaque groupe humain, il y a un rapport important entre ce groupe et le jardin. Donc ce rapport, il est différent forcément avec une vision en Amérique, en Europe, au Japon ou ici. Et le jardin est un lieu symbolique qu'il faut replacer dans les concepts ou les aspects culturels, matériels, sociaux et spirituels. Donc les végétaux traditionnels kanak à usage ornemental du XXIe siècle, donc maintenant, avaient le plus souvent d'autres usages, comme plantes alimentaires, médicinales, symboliques, magiques, tinctoriales. Donc, mais on considère maintenant que ce sont des plantes ornementales, même si elles peuvent avoir d'autres aspects ou d'autres usages. Alors la grande question, c'est peut-on parler d'art du jardin kanak traditionnel pré-européen ? Donc le jardin, comme je disais tout à l'heure, c'est une représentation sociale ou matérielle entre les groupes humains et leur espace extérieur. Donc dans la société kanak, le jardin serait une représentation sociale et matérielle des liens de parenté et de hiérarchie. Donc c'est sans doute un aspect, mais ce n'est pas forcément le seul. Donc il y a aussi le côté jardin utile, jardin protecteur, sacré, jardin médicament, jardin nourricier qu'il faut prendre en compte. Et certains auteurs ont avancé qu'il y avait un véritable urbanisme kanak en parlant du jardin au sens de l'espace social. Donc on parle vraiment du jardin au milieu du clan et pas de l'espace cultivé où il y a les taraudières et les ignames. Donc ici, il y a des schémas qui ont été faits d'implantation. Donc forcément, dans chaque aire coutumière, on a des représentations qui peuvent être très différentes. Donc on remarque quand même qu'il y a un agencement qui est ordonné,
avec des plantes qui ont des valeurs symboliques ou culturelles. Donc on pourrait dire qu'un type de jardin kanak traditionnel, au sens de l'espace social, donc vraiment l'espace restreint autour des cases, peut être défini par différentes entrées qu'on ne retrouve pas dans toutes les aires coutumières, bien évidemment. Donc en général, il y a une allée centrale, des allées secondaires, les abords de la grande case, les cases familiales et leurs abords, et le hameau temporaire du Pilou. Et à tout ça, il y a des aires engazonnées et des plantations en petites allées. Donc ça, c'était la situation à l'époque pré-européenne. Donc le jardin kanak et ses végétaux endémiques ornementaux. Donc on voit ici qu'il y a le pin colonnaire, forcément, que tout le monde connaît, qui a une forte identité culturelle. Il y a quelques éléments bibliographiques qui permettent de dire que le kaori a également été planté. Donc maintenant, on l'utilise comme ornemental, mais il y avait forcément d'autres aspects comme les lignées de haut rang. Il y a une plante intéressante, c'est le peuplier kanak, Erythrina variegata, donc qui est une variété ou un cultivar endémique à la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, on se pose des questions sur les fougères arborescentes. Est-ce qu'elles étaient vraiment plantées ou est-ce qu'elles étaient spontanées à côté du jardin de l'espace social? Les palmiers, notamment le Chamberonia macrocarpa. Les différents bois de fer, donc le bois de fer de montagne, Casuarina collina, et le bois de fer de bord de rivière, Gymnostoma webianium, et également le Photamanu, Geissois racemosa. Donc maintenant, le jardin kanak traditionnel et ses végétaux qu'on dit indigènes, cryptogènes, introduits et qui sont ornementaux. Donc encore des définitions, je suis désolé. Donc une plante indigène autochtone, c'est une espèce dont on sait qu'elle est naturellement présente en Nouvelle-Calédonie. Une plante introduite ou alloctone, c'est une espèce qui a été introduite par l'homme en Nouvelle-Calédonie sans limite d'âge. Et une plante cryptogène, c'est une espèce ou un taxon dont on ne sait pas vraiment avec certitude si elle est indigène ou si elle a été introduite par l'homme. Donc ça, ici en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas eu énormément de recherches sur ces aspects, donc on se pose pas mal de questions sur un certain nombre de taxons. Donc je disais tout à l'heure, le cocotier serait une espèce cryptogène. Alors en Nouvelle-Calédonie, la majeure partie des plantes ornementales du jardin kanak semblent être d'introduction pré-européenne, notamment celles à feuillage coloré ou panaché. Mais il y a quand même un doute sur un certain nombre de taxons qui pourraient être qualifiés de cryptogènes, mais actuellement présentés comme indigènes dans Florical. Donc le cocotier, j'en parlais, le muraya, le badamier de bord de mer, le bancoulier, le pommier kanak et ce qu'on appelle le châtaignier des Nouvelles-Hébrides, Castanospermum australe. Donc toujours dans les végétaux cryptogènes ou indigènes du jardin kanak, on a des exemples qui sont plus étonnants. Ici, on a par exemple l'Heliconia indica, variété austro-calédonica, qui a été décrite par Vieillard en 1862 en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une plante dont on sait qu'il y a des utilisations autres qu'ornementaux. Donc elle servait par exemple à la fabrication de bonnets, voire elle était utilisée pour la cuisson de certains types de bougnats, notamment de rats sur l'ichou. Une autre espèce qui est intéressante, c'est l'Alpinia purpurata. Elle a été décrite en Nouvelle-Calédonie par Vieillard en 1866 comme Guienia purpurata. Donc l'espèce est restée, le genre a changé. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si c'est une introduction pré-européenne. Pour quelle autre utilisation que plante ornementale l'Alpinia a-t-elle été introduite? Donc je continue avec la liste des végétaux d'introduction pré-européenne. Donc on a un cultivar d'Androlobium à feuillage jaune. Forcément, tout le monde connaît les cordylines. Il y a une petite hémigraphis qui semble liée aux anciens sites où il y avait une présence humaine, l'hémigraphis reptans à feuillage panaché, alors qu'il y a la même en forme sauvage, à feuilles vertes.
Il y a énormément d'hibiscus Tiliaceus ou Burao, donc celui-ci c'est à feuillage rouge, qui ont été introduits et donc qui ont d'autres usages bien évidemment. Le Brenia distica, donc ici ça c'est la forme sauvage de bord de mer, et ici c'est la forme cultivée en jardin. Il y a pas mal de graminées panachées qui étaient utilisées sur les aires engazonnées. Donc, s'il y a des personnes dans la salle qui ont des pistes pour en trouver, parce que ça devient très très rare, je suis intéressé parce que j'en ai pas encore vu. Il y aurait également un Thespesia, un bois de rose d'Océanie, à feuilles purpurines. C'est pareil, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Et un faux manguier à feuilles discolores qui serait d'introduction pré-européenne. Donc on continue. Donc évidemment dans les Polycias, beaucoup d'espèces d'introduction pré-européenne. Polycias cutellaria, fruticosa et cunningamia, guilfolei. Dans les Acalipha également, une très grande diversité de formes, de variétés. L'Hibiscus rosa sinensis à fleurs doubles, il était signalé dès l'arrivée des premiers Européens comme cultivé. Donc ça ne serait pas une introduction. Certaines formes d'Hibiscus rosa sinensis à fleurs doubles. Et l'Hibiscus rosa sinensis, anciennement Hibiscus cooperi, à feuillage panaché, serait également d'introduction pré-européenne. Donc cette plante a par exemple été exportée au XIXe siècle comme plante ornementale en Europe à partir de Nouvelle-Calédonie. On continue parce qu'il y a une grande liste et je ne vais pas toutes les passer. Certaines formes de crotons, un pseudoranthémum, le Graptophyllum pictum qu'il y a ici en bas, certaines formes de choucanac et beaucoup de formes de coléus. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième partie de l'historique avec l'histoire post-contact des plantes ornementales. Donc ça a commencé lors des premières explorations botaniques avant la prise de possession, donc entre 1774 et 1853. Donc avec le voyage de Cook et des botanistes Fosters en 1774. Il y a eu également de la Billardière, le botaniste de l'expédition d'Entrecasteaux à la recherche de la Pérouse, qui est arrivé en 1794, qui a décrit la première espèce d'intérêt ornemental qui serait Oxera pulchella, pulchella voulant dire le plus beau. Et ensuite, les plantes indigènes ornementales de Nouvelle-Calédonie ont été valorisées en Europe à partir d'autres pays de la région. Donc c'est le cas pour celle-ci. Eustrepheus latifolius a été valorisé à partir de l'Australie en 1810. Sananta virgata à partir de l'Australie. En fait, ça ne serait pas la vraie espèce de Sananta, mais une espèce de Sananta australienne. Le Phaius tancarvillae à partir de la Chine et Passiflora aurantia qui a également en pot ici sur la table fleurie à partir de Norfolk. Donc ça, ce sont les planches d'époque. Et puis ici, les plantes en jardin ou en pot à Saint-Louis qu'on cultive actuellement. Ensuite, il y a eu ce que j'appellerais l'influence australienne du milieu du XIXe siècle. Donc il y a eu une expédition qui est parfois remise en question de Charles Moore vers 1850, qui était l'assistant du baron Muller au jardin botanique de Melbourne et qui a été ensuite directeur du jardin botanique de Sydney. Donc lors de son expédition, il a récolté pas mal de plantes en Nouvelle-Calédonie, notamment sur la côte est vers Canala. Et ces plantes ont été envoyées vivantes au Royaume-Uni. Donc ça a été publié en 1851. Donc toutes ces espèces ont été exportées comme plantes d'intérêt potentiel ornemental vers Londres. Donc un Geissois, le Purpureostémon, un Grevillea, le pin colonnaire, un Sténocarpus, un Codia, et puis le Kaori de Moore, qui est nommé en son honneur. Donc ensuite, il y a eu d'autres récoltes de plantes ornementales en Nouvelle-Calédonie par le botaniste Mac Gillivray en 1853 et par le jardinier paysagiste Guilfol en 1865, donc toujours l'époque, l'influence australienne du milieu du 19e. Donc après, il y a eu la grande époque, ce que j'appelle l'âge d'or, avec le jardinier botaniste Jean-Armand Isidore Pancher,
qui a été présent à deux époques en Nouvelle-Calédonie, entre 1857 et 1869, et entre 1874 et 1877. Durant la première période, Pancher était un agent du Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui était envoyé en Nouvelle-Calédonie pour collecter des plantes. Donc il a envoyé de nombreux spécimens d'herbiers au muséum. Donc il y a le genre Pancheria et plus de 43 autres espèces qui lui sont dédiées. Et il a acclimaté pas mal de plantes endémiques dans les jardins du gouverneur. Ça s'appelait à l'époque donc Fort-de-France avant Nouméa. Il a également donné pas mal de graines et de plantes vivantes aux visiteurs de passage et en a envoyé en Australie, en France, en Algérie. Donc il y a une douzaine d'espèces qui ont été données par Pancher au célèbre horticulteur britannique Vetch lors de son bref passage à Nouméa en 1865. Donc ces plantes, on les retrouve dans le catalogue de la pépinière anglaise Vetch. Donc c'est l'Araucaria rulei. Donc ça, c'est des photographies d'époque dans les catalogues. Et l'Arthropodium neocalédonicum, qu'on trouve maintenant cultivé. Donc je continue avec Pancher, toujours durant sa première période. Donc il a donné d'autres espèces à Vetch, toujours en 1865, avec l'Aspenium veardii, le Blechnum murrei, le Plerandra ou Schefflera vetchii, le Xeronema murrei, et puis d'autres fougères, etc. Il a également donné des variétés donc cryptogènes ou des cultivars cryptogènes de Coleus, dont Coleus gibsonii et Coleus vetchii, qui sont maintenant toutes réunies sous le nom de Plectantrus scutelaroides. Le Nepenthes viardii a été exporté à cette époque, et puis plusieurs cultigènes d'Acalifa wilkesiana. On continue l'inventaire avec le Xanthostemon aureensacus, donc dessiné dans les serres du muséum ici par Houlet en 1865, le cerisier bleu, le cycas qui s'appelait à l'époque Neocalédonica, qui était endémique, qui ne l'est plus, et puis l'Oxera pulchella grandiflora qui a une grande histoire. Donc ensuite, Pancher est parti en retraite du Muséum d'histoire naturelle. Il est rentré en France et il a été embauché avec de Maher-Scholl comme agent récolteur par le célèbre horticulteur belge de l'époque, Linden, en Nouvelle-Calédonie. Donc Pancher et de Maher-Scholl sont revenus en Nouvelle-Calédonie en 1874 et ils ont envoyé des centaines, voire des milliers de plantes vivantes en Belgique, chargées dans des caisses sur les voiliers. Donc ici, on voit une reconstitution d'une caisse qui était chargée sur le pont des voiliers. Donc à l'époque, il n'y avait même pas le canal de Suez, il faisait tout le tour. Et donc ça, c'est une reconstitution du musée maritime de Nouvelle-Calédonie, de l'expédition La Pérouse ou d'Entrecasteaux. Donc les plantes, par exemple, de nombreuses fougères, des polycias, des pandanus. Le Chamberonia macrocarpa qui a eu tout un tas de noms différents et qui était très à la mode à l'époque. Donc le pin colonnaire, encore un Plerandra, des palmiers, la cordyline, le Merita denamii et plus étonnamment le Merita sonquifolia qu'on connaît à peine ici et que j'ai eu la chance de voir l'année dernière à Florence, au Jardin botanique de Florence, qui est encore cultivé plus de 130 ans après qu'il a été envoyé en Europe. Le Jardin botanique de Florence, il continue à le cultiver et il est nulle part trouvable ici en pépinière. Donc après, il y a ce que j'appelle le siècle de désintérêt pour la flore indigène d'intérêt ornemental, donc entre 1880 et la mort de Pancher à côté de Moindou. Donc une fois que Pancher est mort, Linden a décidé que ce n'était pas rentable pour lui d'avoir un agent qui payait à l'autre bout du monde pour lui envoyer des plantes. Donc à la mort de Pancher, tout s'est arrêté. Donc après, fin 19e, en Nouvelle-Calédonie, c'était l'époque des jardins d'essai et d'acclimatation. Donc il y a eu Koé, Yahweh, etc., etc. Donc à cette époque, on s'intéressait plus à l'introduction
d'espèces exotiques. Et il y avait une absence totale de valorisation des ressources locales. Donc ça, c'est l'époque qui voulait ça. Et les plantes ornementales donc, ne sont pratiquement plus cultivées pendant près d'un siècle. Donc il y a quelques exemples qui ont quand même passé à travers les mailles du filet, comme les orchidées notamment, parce qu'il y a eu toujours beaucoup d'amateurs sur les orchidées, Dendrobium munificum, le petit corchorus, l'astélia, le ficus des cataractes, et encore une orchidée Dendrobium. Donc ça, c'est quelques plantes qui ont été récoltées, exportées, notamment pour des collectionneurs privés. Et pourtant, à l'époque, il y a eu de très nombreux articles qui ont été publiés sur le potentiel ornemental de la flore de Nouvelle-Calédonie par le célèbre botaniste Guillaumin. Et donc, tout ça a conduit à une sous-utilisation marquante des plantes locales dans les jardins privés et les aménagements publics de Nouvelle-Calédonie, fin du XXe siècle et début du XXIe siècle. Donc ensuite, il y a eu un regain d'intérêt avec les travaux sur la revégétalisation des sites miniers à partir de la fin des années 1970, donc avec les premiers essais de revégétalisation des sites miniers, donc, qui étaient surtout faits à partir d'espèces exotiques, et puis du gaillac et du bois de fer à l'époque. Et ensuite, progressivement, il y a eu des espèces endémiques qui ont été mises au point pour la revégétalisation, qui se retrouvent dans certains jardins. Donc ça, c'est un livre de Godard, Jaffray et Temereau de 1978 qui fait un point là-dessus. Et à la fin des années 80, les expérimentations de multiplication s'intensifient avec les travaux notamment de Jaffray et de l'ex-CIRAD CTFT. Et en 91, il y a un travail de stage spécifique qui est fait sur le potentiel horticole des espèces locales à l'IRD, enfin l'Orstom à l'époque, par Petitot. Donc les premiers aménagements spécifiques avec les plantes endémiques voient le jour, notamment essentiellement toujours dans la terre rouge. Donc ici on voit le patio du centre Orstom c'est pas en 1976, c'est récent, mais il aurait été planté vers 1976. Donc c'est le patio qui est juste en sortant de la salle de conférence ici. Et donc après, plus tard, les ronds-points du 7e kilomètre et le rond-point de Papeete du Cos. Donc à chaque fois, on voit qu'il y a une utilisation de terre rouge parce que dans l'esprit des gens, c'est ancré. Les plantes endémiques, si on ne les met pas dans la terre rouge, elles ne peuvent pas pousser. Donc ça, je vais te dire après que ce n'est pas forcément vrai. Et donc maintenant, on passe dans une phase où on essaie d'aller vers une spécificité, une identité néo-calédonienne des jardins, donc maintenant au XXIe siècle, pour transformer ce qui s'appelle Nouméa, jardin tropical, jardin public et espace arboré, avec des flamboyants, de la place des cocotiers, vers quelque chose qui serait plus identitaire, plus typique, avec ici par exemple la place du Moaka. Donc je pense qu'il serait intéressant de conjuguer les héritages pré-européens et post-contact pour inventer le jardin commun de demain avec son identité et ses spécificités. Donc maintenant, je vais vous parler des travaux de recherche et d'expérimentation qui sont conduits à l'IAC depuis une dizaine d'années et qui s'inspirent de cette riche histoire horticole qui est souvent méconnue afin de faciliter le développement d'une nouvelle filière économique et de protéger les ressources naturelles. Donc la valorisation des plantes endémiques ornementales à l'IAC, ça se passe comment? Donc les objectifs d'abord, c'est valoriser économiquement et durablement les ressources biologiques locales, limiter l'utilisation d'espèces exotiques qui peuvent être envahissantes, participer à la création d'une identité locale dans les aménagements, contribuer à la connaissance et à la protection des espèces locales. Donc les méthodes, on utilise deux méthodes principales, donc ce qu'on appelle expérimentation ou screening, avec de la prospection et de la récolte de boutures et de graines en milieu naturel. Donc une étape d'identification botanique, parce que ce n'est pas toujours simple ici. La mise au point de protocoles de multiplication, donc végétatifs ou sexués. La mise au point des itinéraires techniques de production et une validation de ça en aménagement paysager. Donc ici, on voit un exemple avec Melanthera lifuana, ici dans son milieu naturel, sur laquelle on a pris des boutures, qu'on a fait enraciner, qu'on a rempoté et qu'on a ensuite mis en aménagement au jardin pour voir son comportement au stress hydrique, au plein soleil, à la taille, etc., etc. Donc dans la partie expérimentation screening,
Donc on fait des essais de bouturage ou de semis, des essais de substrat sans terre rouge. Donc à l'époque, je me rappelle Pierre, je ne sais pas s'il est là, Pierre Cabaillon, il m'avait ramené du calitrice de la Combouille, il m'avait dit « Gilda, je te ramène aussi la terre rouge qui va avec, sinon ça ne poussera pas ». Je lui dis « Non Pierre, je veux pas mettre de la terre rouge dans les pots, parce que la terre rouge, les gens, ils n'en veulent pas, c'est sale, et après les gens, ils vont pas en mettre dans leur jardin ». Donc je lui ai dit « Ben Pierre, si tu veux, c'est pas vraiment un essai, parce qu'il y avait que 6 pots, mais bon, les plantes qui sont restées dans la terre rouge et sont devenues jaunes et ont sclérosé, ils n'ont pas poussé d'un poil. Celles où on avait fait un mélange avec la moitié terre rouge et la moitié d'un substrat horticole, elles ont pas beaucoup mieux poussé. Et celles qu'on a mis dans un substrat 100% horticole, de la tourbe importée de la pumice importée et un engrais de type osmocote à libération lente, eh ben, elles se sont beaucoup mieux développées. Donc aussi, ça passe par la mise au point d'itinéraires techniques de production, par des passements, des tailles, et puis afin d'observer les périodes de floraison, et des essais en aménagement paysager pour voir les différentes possibilités d'utilisation d'une même espèce, parce qu'une espèce peut être utilisée comme plante en isolé, plante de haie, etc., etc., et voir leur rusticité par rapport à la sécheresse, aux maladies, aux ravageurs. Donc ici, sur Saint-Louis, on a fait plusieurs jardins. Donc la seconde grande méthode, c'est ce qu'on appelle la sélection, l'amélioration variétale. Donc on fait généralement de la sélection massale in situ. Donc on prend des plantes qui sont des plantes qu'on dit plus, qui sont plus florifères, plus colorées, plus ramifiées. Donc ici, on voit un Dubourgesia qui n'est pas ramifié du tout et qui fleurit, et ici un Dubourgesia qui est ramifié. Donc forcément, quand on fait de la sélection in situ, on va plutôt prendre une plante qui va avoir un port naturel ramifié que monocole. Ici, un Joinvillea que Daniel Irène avait ramassé au Zumac, un Gaillac panaché, et puis ici, différentes accessions d'une même espèce d'Oxera. Donc c'est pareil, on choisit pas n'importe laquelle, celle qui est odorante, qui a des grosses fleurs, qui fleurit plus, etc. Et donc ces plantes, on les bouture pour garder leurs caractéristiques originelles et pas faire du semis où si on sème un Dubourgesia, on ne sait jamais comment il va être, quelle va être son architecture, comment il va fleurir. Si on sème un Joinvillea panaché, il y a des chances qu'il y en a une majorité qui soit ouvert. Donc d'où l'intérêt de la multiplication végétative. Et l'autre étape sur laquelle on travaille également, c'est les hybridations interspécifiques, donc c'est l'amélioration variétale. Donc ici un exemple avec un Oxera qui est odorant, mais qui a des petites fleurs et qui est peu florifère, mais par contre il fleurit toute l'année. On l'a croisé avec un Oxera qui est non odorant, qui a des grosses fleurs, qui est très florifère, mais qui fleurit qu'en juin-juillet. Et donc le résultat, c'est qu'on a quelque chose qui est odorant, qui a des petites fleurs, qui est plus florifère et qui fleurit toute l'année. Donc l'objectif, évidemment, c'est d'avoir une gamme de cultivars avec des arbres, des arbustes, avec des floraisons terminales et pas sur le tronc, parce que c'est plus visible quand c'est terminal, des grosses fleurs, des plantes qui sont florifères, qui fleurissent toute l'année, et avec différents types de coloris, et puis si possible, des fleurs odorantes. Donc là, ça c'est une partie un peu plus théorique de modélisation. Donc c'est pas pour vous embêter avec des formules, mais en fait l'objectif c'est de montrer que dans la recherche en Nouvelle-Calédonie sur l'amélioration des plantes ornementales, ça sert à rien de se lancer sur des groupes où il y a une forte concurrence internationale. On voit par exemple que dans le genre Schefflera, il y a plus de 700 espèces au niveau mondial et 26 en Nouvelle-Calédonie, donc les chiffres sont peut-être un peu à actualiser. Donc on va plutôt travailler sur les groupes qui ont des pourcentages d'endémicité forts en Nouvelle-Calédonie, voire qui sont complètement endémiques à Nouvelle-Calédonie, comme Arthroclianthus, parce qu'on n'aura pas de concurrence des Australiens, des Japonais, des Hollandais, et évidemment, avec les moyens ici et les compétences, on ne peut pas aller aussi vite que dans les pays occidentaux. Donc c'est une formule que j'ai essayé de calculer, qui n'est pas forcément parfaite, mais pour essayer de prioriser et de dire pourquoi on a choisi de travailler sur le genre Oxera d'un point de vue plus fondamental, et pas sur le genre Bichia ou Thiolorea, désolé Laure, parce que ça ne pousse pas. Donc en fait on prend aussi le côté productivité, production,
une espèce qu'on est capable de multiplier végétativement et qui pousse rapidement et qui fait des jolies fleurs, alors, on lui donne une note plus importante que les pauvres Bikia et Thiolorea qui font 1 ou 2 feuilles par an et puis qui n'ont jamais encore fleuri en pépinière. Et donc par exemple ici on a le genre, un Grevillea, on a 3 espèces de Grevillea en Nouvelle-Calédonie endémiques. Les Australiens ils en ont plus de 200 espèces, donc on ne va pas aller concurrencer les Australiens pour faire de la sélection sur le genre Grevillea alors qu'ils ont un gene pool qui est beaucoup plus important que le nôtre. Donc en termes de résultats, en une dizaine d'années d'expérimentation et de recherche, on a testé plus de 600 espèces, soit à peu près 20% de la flore de Nouvelle-Calédonie. On a permis d'améliorer les connaissances botaniques et taxonomiques. On a rédigé des fiches techniques à destination des paysagistes, des pépiniéristes et du grand public. On a fait du transfert de technologie de matériel végétal vers les pépinières commerciales qui étaient intéressées. Et les jardins de l'IAC à Saint-Louis sont ouverts pour les pépiniéristes qui souhaitent prendre des boutures pour fabriquer leurs propres pieds-mères et vendre au grand public. Et on a également créé des jardins paysagers expérimentaux sur le site de Saint-Louis. Et dans les résultats également à venir, donc il y a la publication d'un guide sur les plantes ornementales de Nouvelle-Calédonie qui est en cours, donc avec plus de 356 fiches techniques et 500 espèces traitées. Donc ces végétaux, je les ai classés en 4 catégories. Les incontournables, donc c'est les plantes ornementales d'intérêt économique et ornemental éprouvé, qui peuvent être multipliées, cultivées, utilisées facilement en suivant les recommandations indiquées dans le guide. Les plantes espoirs, les plantes d'intérêt ornemental dont le potentiel ornemental est reconnu et pour lesquelles il manque encore un peu de recul sur un ou plusieurs aspects de la multiplication, culture ou utilisation. Les incertaines, donc c'est les plantes d'intérêt ornemental pour lesquelles il manque encore trop de données et de retours d'expérience pour les passer dans la seconde catégorie. Et les recalés, c'est les plantes d'intérêt ornemental dont la complexité de multiplication, la difficulté de culture ou la vitesse de croissance sont incompatibles avec une filière d'intérêt économique, comme ici donc les Bikia. Dans cette catégorie, dans les incertaines, on a ici Oxera crassifolia. Dans les espoirs, on a du Bouzessia. Et puis dans les incontournables, par exemple, Turbina. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis merci à toute l'équipe de Saint-Louis, tous les collègues qui sont là et puis tout le monde.